Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et ma première question est toujours la même. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez me le dire dans le chat. Je vous mets un petit mail. Oui, Philippe, Marie-Claude, Odile, Véronique, bonjour, bonsoir. Super. Bon, bah, très bien. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Je suis ravi de vous retrouver ce soir et on va... alors, si vous voulez, on va en fait parler d'un sujet inédit, le patrimoine, et pourtant, c'est presque un petit peu comme si on baignait dedans, finalement. C'est-à-dire comme s'il était toujours là, à tel point qu'il est souvent cité, notamment dans les politiques publiques, où on met art et patrimoine. Souvent, c'est mis côte à côte, comme s'il y avait une sorte de continuité entre le patrimoine qui allait aller vers l'art, ou l'art qui allait devenir du patrimoine. Comme s'il y avait une forme de dialogue ou de continuité, en tout cas historique. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque s'il y a dans beaucoup de politiques publiques eh bien, une sorte d'équivalence, ou en tout cas de continuité entre le patrimoine et l'art, c'est que peut-être que l'artiste a un rôle à jouer, ou en tout cas des enjeux qu'il va y avoir, qu'il va jouer dans la valorisation, l'existence du patrimoine, et surtout en quoi le patrimoine va aussi influencer l'artiste et en quoi l'artiste va aussi influencer le patrimoine. Et c'est pour ça que je parlerai aujourd'hui d'art actuel et non pas d'art contemporain. Pourquoi? Bien parce que l'art actuel a ceci de plus large de l'art contemporain qu'il parle de tous les artistes vivants qui produisent et diffusent de l'art. Tous les artistes vivants qui produisent et diffusent de l'art et sont professionnels. Et donc c'est de ce type d'art qu'on va parler dans une acception très large. Alors, ce que je vous propose évidemment, c'est de partager avec vous cette réflexion, et puis après, on pourra avoir un moment eh bien, de réflexion, de questions. Pour inaugurer et peut-être pour montrer que la question des expositions dans les lieux de patrimoine est une question d'actualité, presque une question incontournable. Si on regarde cette photo de la Monumenta du Grand Palais ou du Petit Palais, excentrique de Daniel Buren, c'est-à-dire que c'est une exposition d'un artiste dans un lieu sur 380 000 mètres cubes qui s'appelle le travail in situ. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ce genre d'exposition monumentale, où on voit une œuvre faite in situ, c'est-à-dire en fonction du lieu, par une signature, un artiste qui vient investir un lieu, et qui est de plus en plus pratiqué. C'est presque quelque chose d'incontournable, tant l'art vient valoriser un lieu historique. Et c'est aussi intéressant de voir que dans le mot in situ, il y a quelque chose d'important, c'est-à-dire que souvent, et c'est pour ça que le titre est important chez Daniel Buren, souvent l'œuvre d'art, en tout cas chez Daniel Buren, mais souvent dans les lieux de patrimoine, vient, eh bien, n'est pas créé ex situ, c'est-à-dire en dehors du lieu, mais est créé pour le lieu, avec le lieu, dans le lieu, en fonction du lieu. C'est tout l'objet de la création de Daniel Buren, qui se pose constamment la question, c'est ce qu'on voit aussi sur les colonnes de Buren près du ministère de la Culture, eh bien c'est forcément en écho par rapport au lieu, comme si l'artiste, en fait, eh bien, hantait peut-être des lieux de mémoire. Donc on voit que la question patrimoniale de l'exposition dans un lieu de patrimoine, elle est très présente aujourd'hui par ce genre d'exposition, et qui pose aussi des questions sur, mais en fait, l'artiste, quand il va créer dans un lieu de patrimoine, il va forcément créer en rapport avec ce lieu. On va parler d'in situ, et donc forcément, ça pose plusieurs questions quand on a une production. On va y revenir. Donc, c'est une question évidemment brûlante, mais il faut peut-être aussi, avant tout, quand on voit qu'il y a des rapports entre art actuel, art, on pourrait dire
d'actualité et patrimoine, eh bien peut-être il faut quand même revenir à la notion de ce que c'est. Et là, eh bien en fait, on n'a pas forcément de réponse. On s'apercevra, on va voir après une petite chronologie pour fixer ce que c'est que le patrimoine, mais on va tenter de donner une définition et on voit, si je reprends le texte de Julie Deschper, Notion en débat, le patrimoine géoconfluence, tenter de donner une définition de ce que recouvre la notion de patrimoine est un exercice qui reste encore aujourd'hui acrobatique. Tout d'abord, puisque le patrimoine n'existe pas a priori, il n'est ni donné ni acquis, il se fabrique. Nathalie Jenisch, La fabrique du patrimoine, 2009. Qu'est-ce que nous dit donc Nathalie Jenisch, citée par Julie Deschper? Eh bien que tout simplement, cette idée de patrimoine qui serait en fait à l'origine un patrimoine individuel, c'est ce qu'on hérite du père, de la famille, eh bien, selon la Nathalie Jenisch, il y aurait une reconstruction, c'est-à-dire un choix dans l'héritage, et l'héritage désignerait en réalité une forme de sélection parmi ce que l'on reçoit, qu'on déciderait de rendre visible et qu'on appellerait patrimoine, c'est-à-dire qu'on essaierait de conserver. Patrimoine serait donc aussi l'ensemble, eh bien, pour une communauté, pour une société, un ensemble culturel dont il a décidé d'hériter, qu'il a fabriqué. Et donc, il y aurait forcément des politiques et des enjeux, un vouloir de patrimoine qui viendrait constituer un héritage qu'on appellerait donc patrimoine. C'est une notion qui est récente et c'est aussi intéressant de voir qu'il y a une sorte d'inflation patrimoniale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que jusqu'en 1790, on n'avait pas vraiment de notion de patrimoine. C'est-à-dire qu'après la Révolution, on commence, à cause des destructions, à cause du vandalisme qu'il y a eu après la Révolution française, eh bien, on va avoir une commission des monuments pour essayer de préserver ce qui pourrait être détruit, ou ce qui a été détruit. Et on appelle ça monument, on n'appelle pas ça encore patrimoine. Au 19e, il y a tout un élan de romantisme et de nationalisme qui va aussi continuer la logique patrimoniale. Et puis, André Malraux va créer, sur recommandation de l'historien de l'art André Chastel, l'inventaire général des monuments et richesses artistiques de France, dit inventaire du patrimoine. On commence à avoir cette notion qui va arriver. Et un peu avant les années 80, donc 1975, on va avoir la création par le ministère d'une commission du patrimoine et une année du patrimoine. Et on va commencer à avoir des patrimoines qui vont sortir juste de l'ordre du monument. C'est à l'origine quand même très lié à l'architecture. Et puis, on va voir que cette notion de patrimoine, c'est-à-dire d'héritage qu'on cherche à préserver, puisque c'est ça, eh bien cette inflation patrimoniale, c'est le fait qu'on va considérer que le patrimoine devient architectural, industriel, naturel, il y a un patrimoine naturel, immatériel, et s'étend à beaucoup de catégories. Donc il y a une inflation des catégories du patrimoine qui, on va le voir, sont autant d'intérêt pour nous lorsqu'on est artiste et peuvent nous faire réfléchir. Il y a donc peut-être à l'origine de cette idée de patrimoine, si on revient au XVIIIe siècle à la Révolution française, la volonté de préserver ce que le présent occulte de plus en plus, ou peut-être ce que notre présent menace de nous engloutir. C'est comme si finalement la Révolution française nous avait engloutis, en tout cas lorsque la commission des monuments est créée. Je reviendrai sur cette idée après. Donc voilà, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de catégories de patrimoine. Alors ça veut dire que c'est une notion très contemporaine finalement, le patrimoine, et qui se développe de plus en plus. Alors évidemment, ça peut aussi créer des dialogues plus ou moins fructueux avec l'art actuel. On va donc parler d'une extension du domaine de l'application, patrimoine naturel, patrimoine architectural, patrimoine religieux, patrimoine industriel, patrimoine mobilier pour les œuvres. Et donc, on va avoir de plus en plus d'usage du patrimoine à l'image de cette cuillère
qui pourrait laisser penser à plusieurs usages. Alors, j'ai pris quelques exemples que vous retrouverez dans la base de données liée à des appels à projets qu'on a collectés et des lieux patrimoniaux qui exposent des arts, de l'art, des artistes. Vous allez avoir le patrimoine religieux, par exemple, et notamment Saint-Méry-Hors-les-Murs fait des appels à candidature. Vous avez l'appel à candidature dans le Vexin aussi, le projet Ouvrir nos églises pour 2025, ou des biennales qui vont investir les lieux d'un patrimoine architectural, comme la Biennale d'art contemporain de Melle. Et puis, Dordogne-Périgord, qui va faire l'été artistique à la campagne, où l'artiste vient valoriser, d'une certaine manière, le patrimoine naturel, donc un lieu naturel. Et ensuite, vous avez l'industrie en culture, qui est fait par la structure ILISE, qui vient valoriser le patrimoine industriel, notamment avec de l'art. Donc on voit que à chaque catégorie de patrimoine, l'artiste a un rôle de valorisation, comme s'il venait rendre visible, valoriser, mettre en lumière, par son art, par l'exposition qu'il allait faire in situ, un peu comme Buren, un patrimoine, il vient désigner un patrimoine. L'artiste est donc celui qui désigne, par son art, le patrimoine, lorsque le patrimoine décide d'exposer un artiste. On va voir que c'est une mécanique qui est forcément intéressante pour l'artiste. Ainsi, les points d'intention, si on analyse très rapidement ce qu'on vient de se dire sur toutes ces catégories de patrimoine et le concept assez récent que ça représente, l'art vient rendre visible, puisqu'on voit que dans chaque catégorie de patrimoine, il y a des artistes qui vont intervenir. L'art désigne comme patrimoine ce qu'il est, au même titre que la médiation, c'est-à-dire quand on va expliquer ce que c'est sur un site ou sur une signalétique. Le patrimoine peut être un lieu d'accueil d'exposition ex situ, c'est-à-dire l'artiste vient avec ses œuvres et les expose, on verra des exemples, ou il peut être aussi l'objet d'une création in situ. Et donc là, l'œuvre d'art n'a plus d'autonomie, un peu comme ce qu'on a vu sur l'œuvre de Buren. Elle existe en fonction du lieu de patrimoine et donc elle a un rôle forcément de grande valorisation aussi. Et on voit que dans toutes ces catégories, autant qu'elles existent, il y a une variété d'appels à projets pour faire venir l'artiste et valoriser, c'est toujours le mot qui revient, valoriser un patrimoine. Résidence, exposition, commande d'œuvre vont venir ponctuer une saisonnalité touristique. Ainsi, le premier conseil qu'on peut se donner, c'est d'identifier dans son travail des thématiques et de se poser la question, est-ce qu'il y a des thématiques patrimoniales, des catégories patrimoniales dans lesquelles les thématiques de mon travail pourraient s'inscrire. Il y en a forcément. Par exemple, si vous travaillez sur le secteur, si vous avez par exemple une manière très, j'allais dire pratico-pratique, si vous produisez des œuvres animalières, eh bien vous pouvez peut-être travailler en lien avec un patrimoine naturel. Il y a aussi à se poser la question de l'installation, même si celle-ci ne relève pas forcément de l'art contemporain, puisqu'on va le voir, dans les lieux patrimoniaux, il n'y a pas forcément de distinction entre art contemporain et art moderne. Je vais y revenir, ce n'est pas forcément ce qui compte le plus. Il faut quand même se poser la question si vous êtes en mesure de créer, si vous le souhaitez, créer des œuvres in situ, puisque c'est souvent ce qui est demandé. C'est souvent, la valorisation arrive lorsque l'artiste, pour valoriser, vient s'inspirer du lieu et donc actualise le patrimoine, le lieu de patrimoine, on va y revenir. Et ces enjeux-là, ces enjeux justement, la présence de l'artiste contemporain au sens actuel, quand je vais utiliser le mot contemporain, c'est pour le sens actuel, la présence de l'artiste vivant, justement, actuel, dans un lieu de patrimoine, elle s'articule de la manière suivante, et on peut utiliser Alois Riegel, qui, au début du XXe siècle, a reçu, c'est un théoricien qui a reçu une commande de la Commission des monuments d'Autriche, aux alentours de l'année 1903, pour réfléchir au rapport qu'avaient les hommes, la société est plutôt autrichienne, mais on va dire européenne, au monument. Le monument est à considérer en tant qu'œuvre
faisant patrimoine, c'était la définition qu'on utilisait dans les années au début du XXe siècle, avant qu'on utilise le mot patrimoine, on utilisait le mot monument. Et Riegel identifie les différentes valeurs. Et c'est important de comprendre ces valeurs parce que l'artiste va justement s'insérer dans ces valeurs. La première des valeurs est la valeur d'ancienneté. Ce que dit Riegel, c'est que finalement un monument, une œuvre qui a résisté au temps, prenons une église par exemple, s'adresse au sentiment dans la mesure où elle actualise symboliquement l'expérience existentielle humaine du devenir et de la disparition. Cette œuvre, cette église, qui se tient encore debout, fédère, crée une émotion par le fait qu'elle tienne encore debout, par le temps, par la marque du temps qui s'est imprimée sur le bâtiment. Alors, ce n'est pas forcément détruit, ça peut être entretenu, mais il y a une valeur d'ancienneté qui fédère indépendamment en fait, de la culture, de l'éducation, de la réflexion, de la connaissance, on va dire, plutôt historique des personnes qui regardent l'Église. Elle peut aussi fédérer, en tout cas intéresser, parce qu'elle va représenter, pour nous, à un stade particulier, en quelque sorte unique, un point dans le développement de la création humaine. Donc on voit que ça va constituer une valeur d'ancienneté qui est finalement assez fédératrice. Mais pour vraiment exister pleinement et se doter, en fait, accumuler les valeurs, eh bien, elle peut, par plein d'aspects, se doter d'une valeur de contemporanéité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité alors d'un bâtiment qui a une histoire, qui peut être centenaire, à continuer à exister dans le présent et ne plus être juste dans une valeur de remémoration. Et donc, créer encore plus d'attachement auprès du public. Eh bien, cette capacité à s'inscrire dans le présent, c'est à la fois une valeur d'usage, par exemple, le lieu va être encore utilisé, une église. Valeur de nouveauté, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui aura été présenté dans cette église, et c'est là où l'artiste vient actualiser en fait le patrimoine et donc le faire vivre. Il vient créer une continuité. Et il y a une valeur d'art relative, et ça c'est ce que dit Riegel, c'est qu'il y a dans les choix que l'on fait de préservation d'un monument, d'une œuvre, d'un tableau ou d'une église, dans les choix de préservation, eh bien, il y a un vouloir d'art de l'époque présente sur le passé. Et ce vouloir d'art, c'est le vouloir d'art d'une époque présente qui va construire son patrimoine. Et on va parler de valeur d'art relative. Et donc, l'artiste, et c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est que l'artiste, lorsqu'il vient intervenir, lorsqu'il répond à un appel à projet pour exposer dans un lieu de patrimoine, on va voir, je donnerai des exemples, par exemple l'art dans les églises, mais il y a évidemment plein d'autres exemples qu'on verra ensuite, vous savez la base de données. Lorsque l'artiste vient intervenir dans un lieu patrimonial, il vient apporter une valeur de contemporanéité, c'est-à-dire il répond à un vouloir d'art de l'époque, c'est-à-dire l'époque décide bien de mettre en valeur cet artiste dans ce lieu. Il y a une valeur de nouveauté, c'est-à-dire qu'il vient actualiser, faire vivre le lieu. Et donc, cette valeur de nouveauté, c'est aussi une valeur d'usage parce qu'on va venir, eh bien, un nouveau public va venir dans ce lieu qui n'est plus que uniquement un lieu de remémoration, mais qui est aussi un lieu du présent. Et donc, c'est c'est le rôle que vient jouer l'artiste. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose à jouer lorsqu'on est artiste, dont on doit s'emparer pour eh bien, investir ces lieux. On va voir les modalités d'investissement. Ça, c'est sur le rôle que va jouer l'artiste dans l'actualisation du lieu de patrimoine. Et il y a aussi une autre raison, un enjeu vraiment économique. Puisque l'artiste vient apporter de la nouveauté, il va pouvoir forcément augmenter mécaniquement, en rendant visible ce lieu, eh bien, augmenter l'affluence. Il y a donc à prendre en compte, et ça c'est peut-être un pouvoir qu'ont les artistes,
à proposer, c'est pour ça que l'artiste peut être à l'initiative aussi de propositions d'expositions dans des lieux de patrimoine qui ne sont pas forcément encore valorisés. Mais je prends l'exemple évidemment le plus connu et le plus caricatural peut-être, le plus représentatif, l'exemple du château de Versailles. Quand Jean-Jacques Ayagon décide d'exposer Murakami à Versailles en 2010, il le fait dans une logique peut-être de confrontation, de dialogue entre le passé et le présent, et le fait aussi dans une logique de hausse de l'affluence. Et cette valeur de contemporanéité, vient renforcer la valeur d'ancienneté, puisqu'on va avoir bien une accumulation de ces valeurs. Et donc, le château de Versailles a enregistré une hausse de 10% de sa fréquentation en 2010 avec l'exposition Murakami. Et donc, ça a conforté Jean-Jacques Ayagon, mais aussi tous les établissements publics, comme Chambord aussi, d'exposer de l'art contemporain dans des lieux patrimoniaux, on va dire des lieux de mémoire. Eh bien, ça, c'est constamment renforcé à tous les échelons, et c'est ça qui va évidemment nous intéresser, puisque il y a un désengagement des politiques publiques dans ces lieux patrimoniaux qui ne sont plus entretenus exclusivement par le ministère de la Culture, la Commission du patrimoine, mais aussi par des associations, des lieux, des privés, qui vont devoir créer un modèle économique autour de ce lieu, et donc vont chercher à rendre actuel le lieu, rendre vivant le lieu de patrimoine. C'est le concept de fertilisation croisée où on va chercher à valoriser économiquement un lieu de patrimoine qui n'est plus forcément qu'un lieu de mémoire, mais qui va devoir avoir une actualité pour pouvoir vivre économiquement. Et donc, souvent, on va chercher des autofinancements dans le cadre de la fertilisation croisée, c'est-à-dire que le musée, l'église, le lieu patrimonial va, architectural, le parc naturel va chercher à s'autofinancer. On va chercher aussi à avoir un ancrage local en travaillant avec les artistes, mais aussi les entreprises voisines. Et on va appliquer souvent un management plutôt privé aux organismes publics. Alors, ces déclinaisons de l'art pour créer un modèle économique viable de venir au secours du patrimoine d'une certaine manière, eh bien, il y a un article assez intéressant d'une agence qui s'appelle EFATA, qui est une agence de valorisation des châteaux pour à la fois des châteaux qui appartiennent à l'État, mais aussi des châteaux privés. Et on voit que l'art, il y a un petit dossier sur le sujet, est toujours utilisé dans une logique de valorisation, d'actualisation, pour soit attirer du public, soit même avoir un modèle économique plus que juste sur de l'affluence du public. C'est le cas, par exemple, du château de Toulouse-Lautrec, à Malromé. Il y a une galerie d'art à l'intérieur du château, ou le Galifet, qui est un centre d'art et un hôtel, dans une ancienne bâtisse de Provence, où on voit aussi évidemment des ateliers de pratique artistique au château de Montsoreau. L'atelier graffiti, par exemple, qui est réalisé par un artiste. Donc on voit que, globalement, c'est communément admis qu'il y a une continuité et que cette valeur contemporaine est précieuse pour le patrimoine, pour exister en tant que patrimoine, c'est-à-dire pour exister aussi économiquement. Vous pouvez retrouver toute une déclinaison de ces lieux, je dirais, de ce lien entre art et patrimoine. Je peux prendre aussi, par exemple, une thématique croisée qui va croiser les châteaux et un patrimoine naturel ou le patrimoine industriel, qui est le patrimoine viticole. Vous avez art et vin, art in situ, château du Rivaux, Sérignan, par exemple, qui est un château qui va organiser des expositions en lien avec la route des vins. Alors, maintenant, de manière pratique, je vous propose de vous faire un compte-rendu d'un travail qu'on a fait avec un artiste très récemment qui avait une pratique artistique, donc qui est dessinateur et qui utilise souvent des thématiques médiévales et qui va aussi faire évidemment des paysages, mais pas uniquement, aussi des scènes médiévales. Donc c'est un dessinateur donc qui est proche de Senlis,
et ville qui met l'accent sur le patrimoine médiéval et royal, puisqu'il y a eu une dynastie capétienne. L'enjeu de diffusion du travail d'Atham était de ne pas aller dans des galeries, puisqu'il avait eu des refus de beaucoup de galeries qui n'arrivaient pas à diffuser son travail. Il ne s'inscrivait pas non plus dans un paradigme d'art contemporain, il ne fait pas d'installation, il n'a pas une réflexion, j'allais dire, critique au niveau des enjeux plastiques de l'histoire de l'art. Donc il ne s'inscrit pas du tout dans une logique contemporaine, mais cependant, il a une technique qui est très très poussée. Donc forcément, on s'est posé la question, on a appliqué la méthode, on a essayé d'identifier les thématiques patrimoniales, donc là c'était très médiéval, qui pouvaient lui correspondre et où est-ce qu'il pouvait aller. Donc on a réussi à avoir un rendez-vous avec l'attaché de culture et du patrimoine. Vous voyez, je reviendrai là-dessus, il y a de plus en plus dans les villes des chargés de culture et du patrimoine, c'est-à-dire qu'on met sur le même niveau patrimoine et culture, et donc ça se développe de plus en plus. Il a réussi à avoir hier un rendez-vous avec l'attaché de la culture et du patrimoine, et donc le résultat était assez intéressant. Il a d'abord posé des questions sur les temps forts de l'année à venir. Il a évidemment présenté son travail, mais pas plus de 15 minutes. L'enjeu de l'entretien n'est pas de présenter tout son travail de manière exhaustive, mais juste de montrer la pertinence du lien entre son travail et la ville de Senlis. La ville de Senlis, dans sa logique, dans sa politique culturelle, qui est très axée évidemment sur l'époque médiévale et notamment l'époque capétienne, a un budget pour l'action culturelle. Et donc, naturellement, ça s'est plutôt bien passé. Ils lui ont proposé une résidence mission. Mais il a aussi proposé de faire des concerts dessinés dans les étables royales pour valoriser ce lieu sur le thème du Capet. Donc, il y a vraiment une espèce de commande, d'une certaine manière, indirecte qui se fait entre une ville qui va vraiment travailler avec l'artiste pour valoriser son travail. Il a aussi eu une exposition dans le musée local, il va l'avoir, puisque là, il va avoir une exposition dans le musée de la Vénerie, qui n'est pas le musée d'archéologie, mais le petit musée de la Vénerie de Senlis. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui lui a permis de contourner des réseaux de distribution, de diffusion classiques, et qui ne sont pas non plus sans dénués de valorisation, puisque c'est assez valorisant pour son travail. Ainsi, vous pouvez de la même manière appliquer, si c'est pertinent pour vous, les mêmes techniques qu'Atham. Identifier dans votre département l'attaché culturel, culture et patrimoine d'une ville proche de chez vous, identifier les thématiques étant forts de l'année, en lien avec la politique patrimoniale ou touristique, ça peut être aussi lié au tourisme, et faites le lien avec votre travail, et surtout, proposez de l'action culturelle, puisqu'on voit que dans les politiques publiques liées au patrimoine, on verra après les appels à projets liés au patrimoine, il y a constamment des demandes pour de l'action culturelle, c'est-à-dire des ateliers d'art autour des lieux patrimoniaux. Ainsi, nous sommes pour l'instant, et ça pourrait aussi poser question, dans une logique de valorisation où l'art actuel est au service inféodé d'une certaine manière au patrimoine. Il n'a pas à répondre au paradigme de l'art contemporain, c'est le cas par exemple d'Atham, mais il répond tout de même à une logique de signature. C'est-à-dire que dans des lieux d'envergure internationale comme Versailles, on va avoir une signature, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avoir une œuvre contemporaine qui soit une proposition forcément inédite, mais on veut, Buren fait plus ou moins toujours la même chose, Koons fait plus ou moins toujours la même chose, on va avoir une logique de signature qui est en fait une logique de notoriété. C'est-à-dire que l'artiste vient déposer par son œuvre, qui est toujours la même, une forme de signature qui vient valoriser, actualiser le lieu de patrimoine. Et c'est pour ça que les lieux de patrimoine, en fonction de leur notoriété, vont chercher des artistes qui ont à peu près la même notoriété, dont ils estiment à peu près la même notoriété, qui ont aussi s'estiment être de la même notoriété, justement parce que le but est bien de rayonner. Et c'est pas forcément une réflexion sur ce qu'est l'art. Voilà. C'est peut-être la distinction qu'on pourrait faire. Si je suis pas clair, on pourra en parler dans le chat.
Ainsi, dans cette logique de notoriété, eh bien, on peut nous s'en emparer et en dissociant 3 cercles pour se développer en lien avec le patrimoine quand on est artiste. L'échelle locale, c'est-à-dire qu'on va travailler, on va voir, il y a un répertoire en fait des chargés de mission de culture et patrimoine. On va essayer, quand on commence localement, eh bien, un peu comme à TAM, d'avoir une exposition en lien avec le patrimoine de la ville auprès du chargé de mission culture et patrimoine. Ensuite, vous avez l'échelle régionale avec des programmes de valorisation du patrimoine portés par des financements régionaux ou des financements de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles. Et puis ensuite, vous avez au niveau national, alors bien sûr tous les musées le font. On a vu Versailles, Chambord, le Grand Palais, mais on a aussi eh bien, l'association des centres culturels de rencontre qui possède des financements européens dont le but est d'investir des lieux de mémoire et de le faire investir par des artistes de manière durable et pérenne. Je vais y revenir, on pourra aller voir le site. Donc ça vient valoriser dans un réseau financé par des financements européens, eh bien, le patrimoine du territoire national. Alors, comment maintenant on peut identifier les lieux, enfin les personnes avec qui travailler? Eh bien, vous avez un label qui est très important, qui s'appelle la carte. Alors là, c'est une carte, mais c'est le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, qui est un soutien national aux collectivités territoriales qui signent une convention et qui s'engage à recruter un animateur de l'architecture et du patrimoine pour eh bien, développer une politique publique qui va sensibiliser eh bien, le public à l'environnement architectural et paysager, qui vient valoriser et promouvoir la création et la qualité architecturale, et qui vient aussi bien animer, c'est ça l'enjeu, qui vient animer le patrimoine, puisque le valoriser, c'est évidemment de faire intervenir des artistes. Donc on va avoir un chargé du patrimoine qui est focalisé sur le patrimoine, mais qui vient travailler avec des artistes, un peu comme ce qu'on a vu avec Atam, pour le valoriser. Donc vous avez dans toutes les villes qui sont sur le site Cités remarquables de France, eh bien, dans toutes les villes qui sont sur cette carte, que vous pouvez retrouver sur Internet, qu'on mettra dans la base de données, vous pouvez trouver un chargé culture et patrimoine pour le contacter. C'est le cas, évidemment, de lieux architecturaux, mais aussi de projets artistiques dans des lieux naturels. Ce que je disais par rapport à la Dordogne tout à l'heure, eh bien, Marie-Pierre Renet, c'est une chargée de mission culture patrimoine et éducation au territoire dans le parc du Haut-Jura. Donc, il va y avoir ces financements aussi européens, c'est toujours la même logique. Et donc, le programme s'intitule Nature in Solidum. Et donc, on va avoir des œuvres d'art, des animations artistiques qui vont être programmées sur ce territoire. Au niveau régional, donc là c'est le deuxième cercle, l'exemple qui correspond au deuxième cercle, c'est tout simplement la région de Bretagne qui produit des appels à projets assez conséquents. On s'aperçoit qu'il y a des budgets très importants, de plus en plus importants pour le patrimoine, qui produit un appel à projet qui s'appelle S'engager collectivement pour le patrimoine breton. La région aide les communes, associations et habitants à œuvrer ensemble. Et donc, on va avoir, parmi beaucoup d'initiatives qui sont subventionnées, qui ne sont pas que eh bien, artistiques, on va avoir du street art ou de l'art contemporain dans les milieux naturels en sollicitant des artistes locaux, illustrateurs, photographes, sculpteurs sur bois ou pierre, qui vont eh bien, révéler la biodiversité animale ou végétale du site. Donc là, on voit, encore une fois, toujours les mêmes logiques, sauf que c'est au niveau régional. Et puis, pour finir, ce que je vous disais, l'association des centres culturels de rencontre va fédérer un nombre assez conséquent de lieux de mémoire, de lieux de remémoration, donc de patrimoine, en créant des résidences d'artistes sur place. Donc ça, c'est très intéressant. Les artistes viennent du monde entier, mais il y a aussi des artistes locaux, des artistes français qui peuvent y participer.
Vous retrouvez, pour terminer sur ce sujet, vous retrouverez aussi quelques fondations, il y en a beaucoup, qui viennent aussi soutenir certaines initiatives. Donc ça, ce sont plutôt des initiatives privées. Je pense à la fondation Valgo, par exemple, ou la fondation de la sauvegarde de l'art français, qui vient travailler avec des artistes sur la valorisation et l'animation de ces lieux. Alors, ça, c'est une logique de valorisation. On s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'un peu plus subtil que cette logique juste de faire valoir de l'artiste pour le lieu de mémoire. Il y a aussi une logique de fonction artistique qui est plus subtile, dans ce sens où, quelquefois, un lieu abandonné, et c'est le cas, par exemple, du château de Seille-sous-Couzan, et je prends ce cas d'une thèse, la thèse de Pierre-Marie Georges, Ancrage et circulation des pratiques artistiques en milieu rural, sa thèse qui analysait en fait l'art en milieu rural, et qui explique la chose suivante: il y a en France des lieux abandonnés, des lieux qui ne sont pas en fait inscrits au patrimoine, qui sont presque en déshérence, on va les appeler des ruines, mais qui, lorsqu'ils sont investis de manière spontanée par l'artiste, vont faire l'objet d'une revalorisation, c'est-à-dire d'une patrimonialisation. C'est comme si un groupe d'artistes, un collectif d'artistes, allait investir un lieu par une succession d'expositions qui va reprendre vie et qui va pouvoir être réhabilité, c'est-à-dire patrimonialisé, c'est-à-dire rentrer dans un patrimoine, être conservé, donc faire l'objet d'une conservation. C'est ce qui s'est passé à Seille-sous-Couzan, et je cite donc la thèse. On peut d'abord remarquer qu'en utilisant le patrimoine dans son travail, l'artiste est un levier de patrimonialisation. Par exemple, à Seille-sous-Couzan, le maire se souvient de l'arrivée de Marcel Maréchal à la fin des années 60, lorsqu'il officie à la Comédie de Saint-Etienne avec sa troupe du théâtre de Couturne. Marcel Maréchal va se servir du patrimoine bâti de Seille-sous-Couzan comme d'un vecteur de démocratisation culturelle. Et c'est par le château et pour le château que les habitants de la région sont venus, qu'ils ont rénové, entretenu, aménagé et accueilli la troupe pendant un mois durant 4 années de suite, de 1967 à 1970. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, l'artiste, on le disait, s'il est capable de désigner, de rendre visible, en tout cas de faire vendre des tickets à un musée ou un lieu de mémoire, il peut aussi, en investissant des lieux qui ne sont pas encore officiellement des lieux de mémoire, qui sont non pas patrimonialisés, mais juste des ruines, eh bien en faire quelque chose, le faire inscrire d'une certaine manière ce lieu par leur présence et leur action dans une logique de conservation. C'est une logique de fonction artistique et les communes l'ont bien compris. Regardez l'appel à manifestation d'intérêt, le château de la Princesse. Donc c'est un espace, donc la ville de Reims cherche un acteur ou un groupe d'acteurs, un collectif, une entreprise, une association, pour valeur d'usage, investir le château, le rendre, lui donner un usage. Et parce qu'on a bien compris qu'en lui donnant un usage, c'est ce que disait Aloïs Riegel, si on donne un usage au patrimoine, s'il devient vivant, il se conserve. C'est tout le paradoxe. Eh bien, si on lui donne un usage, il va y avoir un développement économique, touristique, bref, le château va être conservé. Et donc, la ville de Reims cherche, pour le château de la Princesse d'Arenberg, un projet souhaite le transformer, une personne, un groupe qui souhaiterait transformer le château en espace d'exposition, de formation, de tiers-lieux, de lieux insolites, atypiques. Et donc là, il y aurait la personne qui va répondre à cet appel à manifestation d'intérêt pourra négocier et avoir des avantages pour investir ce château. Donc voilà l'idée. Donc on voit, par exemple, on pourrait se donner comme conseil d'identifier des lieux qui sont à patrimonialiser autour de vous. C'est-à-dire, plus que d'aller dans une logique locale, ce qu'on a vu, des lieux qui sont déjà des lieux de patrimoine dans lesquels on va pouvoir venir les valoriser, eh bien là, on va plutôt identifier des lieux qui ne sont pas encore des lieux de patrimoine que nous allons investir
pour transformer en lieu de patrimoine. Et donc l'artiste a ce pouvoir. Pour ça, vous pouvez regarder autour de chez vous, mais aussi investir donc des lieux dans la nature et identifier des routes touristiques, puisque c'est souvent sur ces lieux-là qu'on va avoir, sur ces routes touristiques, qu'on va avoir beaucoup de monde. Si, et c'est ce qui est intéressant, si l'artiste est capable de transformer un lieu, une ruine, un lieu qui n'est pas valorisé, en lieu de patrimoine, le lieu de patrimoine peut transformer l'artiste en patrimoine. Si l'artiste, par son art, rend visible un patrimoine ou le reconstruit, c'était le cas qu'on a vu précédemment, celui-ci devient patrimonialisé dès lors qu'il intègre définitivement un lieu de mémoire. Si votre œuvre est collectionnée dans un musée, vous appartenez à la mémoire du musée et donc vous êtes patrimonialisé, vous passez à la postérité. C'est ce qu'on peut appeler la consécration. Ainsi, il y a une forme de dialogue entre l'artiste et le lieu de patrimoine, l'artiste qui vient justement par sa présence en fait rendre présent le patrimoine. Vous pouvez rentrer donc dans les collections du mobilier national en candidatant. Vous pouvez donner vos œuvres à un musée, et c'est ce qu'a fait en fait Perrotin quand il donne, il fait une donation Perrotin et artiste au Centre Pompidou. Eh bien, il vient d'une certaine manière donner, offrir à la postérité une consécration à la postérité d'une certaine manière. Ces artistes qui vont intégrer le Centre Pompidou. Ainsi, il est totalement possible, à notre échelle aussi, d'exposer d'abord, c'est un peu le cas d'Atam Rachaud dans un musée, et après de donner une œuvre. Donc de rentrer dans un patrimoine, et ça vient évidemment valoriser très fortement votre travail. On va donc prendre contact avec le conservateur d'un musée pour présenter un projet de don. Il faudra que ce soit validé par une commission d'acquisition. Il est aussi possible, pour les gens qui possèdent l'œuvre qu'ils souhaitent donner, de défiscaliser à hauteur de 66% la valeur de l'œuvre donnée. Le don peut être aussi sous réserve d'usufruit, c'est-à-dire que le musée a l'exploitation de l'œuvre, mais n'a pas la propriété. Pour donner une œuvre, il faut faire un dossier. Ça peut être un dossier très simple. Et souvent, un petit peu comme c'est le cas pour Perrotin, on va avoir plutôt une série d'œuvres qui va être transmise. Ainsi, ce qui est intéressant de voir que finalement, c'est autant le patrimoine n'est donc pas une logique du passé, n'est pas un enjeu du passé, mais bien un enjeu du présent. Et c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une sorte de dialogue perpétuel, de jeu, je dirais, entre l'artiste et le lieu, puisque les deux se rendent service. Ils cherchent tous les deux à résister à l'anéantissement du présent. C'est-à-dire, dans notre présent finalement est tout le temps menacé par un futur proche et on n'arrive jamais à le saisir. Il y a peut-être une volonté de résistance tout à fait présent dans l'idée de constituer un patrimoine. C'est bien l'enjeu du patrimoine, c'est l'enjeu du présent. Ce n'est pas en fait l'enjeu du futur, puisque c'est dans notre présent qu'on cherche constamment à survivre et à se donner une marque dans son passé et à ne pas se faire anéantiser par son présent. C'est un concept qui peut être compliqué, mais l'enjeu à retenir, c'est de se dire, l'idée à retenir, c'est de se dire que le patrimoine est en fait une question d'actualité renouvelée. Et se renouvelle continuellement, c'est le présent qui cherche à résister à lui-même. On le voit, d'autres stratégies, justement, de jeu, de patrimonialisation de l'artiste, c'est-à-dire que comment l'artiste essaye de passer à la postérité en utilisant d'une certaine manière le patrimoine, en le désignant, eh bien, on peut la voir dans cet autre exemple d'une artiste avec lequel on a travaillé, Elisabeth Van Vred, qui était intervenue aussi en interview lors d'une conférence, qui a exposé au château de Gordes. Donc le château de Gordes, c'est le cas classique d'un château qui est aussi un lieu d'exposition, comme ce qu'on a vu avec par exemple l'hôtel du Galifet ou l'hôtel, le château de Malromé. Le château de Gordes donc est un espace
patrimonial dédié à l'art et qui a donc une valeur d'usage et ça lui permet de se conserver. L'enjeu d'Elisabeth a été d'exposer dans ce lieu, donc lieu de mémoire, mais pas uniquement dans ce lieu. Elle a aussi réussi à convaincre les héritiers de Serge Poliakoff de présenter une œuvre en même temps qu'elle, dans le lieu d'exposition. Et donc, elle a fait un regard croisé entre un artiste du passé et ses œuvres, dans un lieu de mémoire. Elle s'inscrit donc dans cette logique patrimoniale, cette logique de mémoire, cette tentative de passer à la postérité en résistant à l'anéantissement du présent. Et donc, elle a comme ça pu valoriser son travail et a eu beaucoup de retombées au niveau de la presse. Donc ça, c'est aussi un exemple de logique de valorisation, enfin, de patrimonialisation plutôt. Donc on va parler d'une étude de cas. Donc là, c'est ce que je vous ai décrit. C'est l'exposition dans un lieu de patrimoine où les œuvres d'Elisabeth répondent à celles des artistes du passé, comme Serge Poliakoff, c'est ce que je vous disais. Donc ça peut être aussi une stratégie à mettre en place, auquel on peut réfléchir. C'est-à-dire que c'est trouver un lieu de mémoire, un lieu patrimonial, trouver des artistes, exposer avec réussir à convaincre des héritiers de prêter une œuvre, 2 œuvres. Alors ça peut se faire avec les artistes du passé qui ont habité sur le territoire et d'exposer son œuvre contemporaine. Eh bien, en faisant ça, on va créer une continuité. Et donc, ça va forcément, eh bien, nous, d'une certaine manière, nous faire passer un petit peu à la postérité. En tout cas, c'est le début. Ainsi, l'homme moderne reconnaît-il dans le monument un morceau de sa propre existence, son existence présente. Et toute intervention sur celui-ci lui procure autant de malaise que s'il s'agissait de son propre organisme. Alois Riegel, le culte moderne des monuments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce lien, puisque nous sommes en fait entourés de notre histoire et que cette histoire est constamment menacée en ce sens où nous nous posons la question de notre histoire, de ce que nous devons rendre visible. Et nous avons conscience que, c'est ce que je disais, le patrimoine, c'est l'actualité, que si nous avons conscience aussi de notre devenir, c'est-à-dire du fait qu'on va disparaître. Et donc, on cherche constamment à choisir dans son passé ce que l'on va garder. Et donc, c'est bien un vouloir d'art du présent qu'on projette sur le passé pour se maintenir. C'est donc qu'il y a bien une identité qui se crée entre soi, son existence présente, et les œuvres du passé, puisque j'imprime ma marque quand je fais des choix de conservation dans mon passé, et donc je le ramène à mon présent. C'est peut-être quelque chose d'un peu particulier que je vous propose comme notion du patrimoine, mais c'est ce qui explique que quand on touche à quelque chose dans lequel on s'identifie, c'est-à-dire dans lequel on a mis un morceau de sa propre existence, c'est-à-dire de son présent, de son vouloir d'art, eh bien, lorsqu'on vient détériorer une œuvre, un bâtiment, eh bien, on se sent attaqué. Ainsi, l'homme moderne reconnaît-il dans le monument un morceau de sa propre existence et de toute intervention sur celui-ci lui procure autant de malaise que s'il s'agissait de son propre organisme. Eh bien, l'artiste est peut-être le présent, donc, de la société et son devenir, en sens où il est déjà son patrimoine. Merci beaucoup. Alors, voilà, on était peu nombreux. On va faire, alors, là, c'était un petit peu théorique tout de même, mais il y a quand même des appels à projets. J'ai essayé de vous montrer différents angles. Ce que je ferai, c'est qu'en fait, on a quand même beaucoup d'appels à projets qu'on a récoltés, et je ne voulais pas tous les présenter, parce que finalement, les appels à projets qu'on a récoltés, vous allez voir, il y a des choses in situ, donc des appels à projets pour créer des œuvres en fonction du lieu. Il y a des appels à projets qui sont des résidences ou des expositions ex situ, vous venez avec vos œuvres. Bref, en fait, il y a beaucoup de choses. L'idée, c'est que vous puissiez avoir des repères avec cette proposition pour lire un petit peu bien tout ce qui existe et vous reporter ensuite à la base de données et voir ce qui vous correspond. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas vous correspondre parce que ça ne répond pas à vos thématiques. Mais bon, peut-être que si ça va, il y a des choses qui peuvent vous donner des idées. Donc voilà, l'enjeu était vraiment de pouvoir
vous situer aussi par rapport à tout ça. C'est pas toujours évident. Donc voilà, c'était peut-être un petit peu théorique. Bon, j'aurai peut-être l'occasion l'année prochaine de réactualiser un peu la présentation et l'affiner un petit peu. C'est vrai que quand c'est la première fois qu'on présente, c'est toujours un peu frais. Et donc, c'est pas toujours évident d'être toujours très précis. Alors, merci beaucoup, Blandine. Dans cette démarche, il y a aussi un aspect entre patrimoine public et privé. Oui, en fait, on s'aperçoit, Manuela, que le patrimoine public est en train de se privatiser, dans le sens où il y a une fertilisation croisée, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de budget pour préserver le patrimoine. Et donc, d'une certaine manière, il y a des logiques privées. Donc, l'artiste va venir faciliter, j'allais dire, l'affluence qu'on a dans les lieux de patrimoine. Donc, que ce soit un château privé ou que ce soit un château musée financé par des financements publics, eh bien, on a les mêmes enjeux. Alors, pas sur le patrimoine. Si vous voulez, Sylvaine, enfin, si tu veux, Sylvaine, est-ce qu'il y a moins de projets pour 2025 avec la restriction budgétaire générale? Alors, non, en ce sens où il y a moins de budget pour les projets contemporains, mais il y a un budget qui est conséquent pour le patrimoine. Donc, on voit qu'il y a quand même une tendance à aller vers plus de patrimoine. On est dans une logique politique qui vient essayer qui est un peu plus populiste, dans le sens où qui veut fédérer un plus grand nombre de personnes. Et donc, le patrimoine, par sa valeur d'ancienneté, est forcément un peu plus, j'allais dire, fédérateur. Pourra-t-on avoir des renseignements sur les legs et donations? Oui. Alors, ça, c'est quand... c'est vrai que j'en ai pas parlé, je pourrais faire quelque chose dessus. C'est vrai que j'aurais pu en parler. C'est le fait de donner ses œuvres à une fondation. Donc ça, c'est totalement possible. Soit de votre vivant, donc ça, vous pouvez le faire de votre vivant, soit de manière testamentaire. Donc ça, vous pouvez donner ces œuvres. La condition pour le faire, vous pouvez mettre des conditions, notamment des conditions d'entretien. Vous avez la fondation Fujita qui le fait, qui reçoit beaucoup de legs et dons, et qui s'engage à prendre soin des œuvres. Ça, c'est aussi très, très important. Voilà, mais on pourra faire un focus. Ça peut être un focus de 20 minutes sur les legs et donations. Voilà. Écoutez, reste à vous remercier. Merci beaucoup pour votre présence. Et je vous envoie, alors là, on a beaucoup de mails à faire, donc on va peut-être avoir un délai de traitement d'une semaine à peu près. Mais je vous envoie la liste des appels à projets liés au patrimoine et puis des sources qu'on a citées dans le webinaire. Ça va vous permettre de creuser et peut-être d'identifier des pistes pour vous aider. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.